Elon Musk a décidé de restreindre aux Ukrainiens l'accès sur le front au réseau de communication par satellite Starlink. Benjamin Cruard, merci, vous êtes avec nous. Raison invoquée, il ne veut pas que son système soit utilisé contre les Russes, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et ces images de drones ukrainiens ont visiblement heurté Elon Musk. On voit parfois des bombes qui sont lâchées sur les Russes, des drones qui contribuent à la destruction de colonnes de chars russes. Potentiellement, ces drones sont reliés au réseau Starlink. Et ce que dit la patronne de SpaceX, la société d'Elon Musk, c'est les satellites de Starlink n'ont jamais été conçus pour être militarisés. Notre intention n'a jamais été de les utiliser dans un but offensif. Alors en fait, on parle de ces petites antennes, là. Il y en a 25 000 en Ukraine qui sont reliées aux satellites et qui vous donnent Internet. Et c'est vrai qu'à la base, ces 25 000, c'était surtout pour la société civile, donner Internet à la population. Sauf que l'armée ukrainienne s'y est adaptée et maintenant c'est SpaceX qui s'y adapte. Il y a des choses que nous pouvons faire pour limiter cette utilisation et nous avons fait. Alors est-ce qu'ils ont coupé le débit à certains endroits? Est-ce qu'ils ont réduit le débit? Personne ne communique là-dessus pour l'instant. Benjamin, Starlink, c'est important pour les Ukrainiens? C'est fondamental. Quand vous prenez la bataille de Ougledar en ce moment-là, vous voyez que tout est piloté par des drones, tout est visualisé par drone. Et vous allez voir que Starlink a un rôle là-dedans. Vous allez voir que en fait, le drone ici repère le tank. Vous avez le pilote qui a cette image sur sa télécommande. Et c'est là que c'est transféré ensuite les coordonnées et potentiellement même les images à l'artillerie qui n'a plus qu'à viser le tank russe. Mais c'est même plus que ça en fait, parce que ces images-là, elles sont parfois transférées à des postes de commandement qui, eux, sont via Google Meet, tout simplement. C'est l'adaptation ukrainienne. Ils sont sur Google Meet, ça passe forcément par Internet. Et donc, en fait, quand vous enlevez Starlink, vous aveuglez le commandement, vous aveuglez l'artillerie. En fait, l'air de rien, ce que je viens de vous dire, c'est que Elon Musk a entre les mains une partie du sort de l'Ukraine dans l'est du pays. Merci beaucoup, Benjamin Cruard. Xavier Titelman, une réaction. Est-ce que le rôle déjà tout simplement de Starlink est fondamental pour les Ukrainiens? Dans la profondeur, oui. C'est-à-dire qu'à courte portée, je ne suis pas persuadé que ça a vraiment un grand impact parce que la plupart des drones sont quand même pilotés avec une simple radiocommande. Ceux qui sont connectés avec la 4G ou avec du Wi-Fi à plus longue portée, ça va vraiment être des modèles particuliers comme les Parrot par exemple, qui sont d'une grande valeur militaire parce qu'ils ont des caméras infrarouges. Et par contre, ils ne vont pas 50 km dans la profondeur. Ce que j'ai compris, c'est que l'objectif de Starlink, c'est de faire en sorte que les Ukrainiens ne puissent plus cibler dans la profondeur, par exemple bombarder la Crimée. Vous vous souvenez des drones navals qui avaient attaqué le port de Sébastopol? On avait vu deux petites antennes qui sont sur le nez du drone maritime. A priori, c'était des antennes Starlink. Donc dans ma compréhension, on le verra dans les prochaines semaines, c'est pour empêcher les frappes dans la profondeur, mais je ne pense pas qu'ils soient capables de cibler à 2 km près où se trouve la ligne de front pour savoir si ça va vers l'arrière ou vers l'avant. Donc a priori, c'est vraiment pour la profondeur. On va voir avec vous, bien évidemment, notamment aussi sur le plateau, est-ce que les autorités, est-ce que le Pentagone sont tout à fait d'accord avec Elon Musk. Mais Xavier, je voudrais parler des pudeurs d'Elon Musk, des ambiguïtés d'Elon Musk. C'est quand même un monsieur qui avait préparé ou proposé, je crois, un plan de paix, bien évidemment, rejeté par les Zelensky Ukrainiens. directement. Ouais. Voilà. On a du mal à comprendre son rôle, son jeu. Je ne sais pas s'il lui-même comprend, parce qu'en fait, il s'est posé au début de la guerre en sauveur de l'Ukraine grâce aux antennes Starlink. C'était il y a quand même quasiment près d'un an. Je crois qu'on est le 10 février. La guerre a commencé le 24. On n'est pas tout à fait à l'anniversaire, mais pas très très loin. Et là, il se rend compte que finalement, ces antennes, ces communications sont utilisées sur le front. En fait, elles sont utilisées, pourquoi elles sont utilisées? Pour faire de la communication. Parce que ce sont des zones où il n'y a plus rien. Il y a évidemment plus de GSM. Les radios cryptées ukrainiennes sont en nombre totalement insuffisant et c'était une aubaine d'avoir ces antennes qui permettent uniquement d'amener en fait un signal Internet. Et avec ce signal Internet, on peut imaginer faire énormément de choses. Mais la plupart du temps, ce que les Ukrainiens font, c'est de la communication. Comme le disait Xavier, ils envoient des coordonnées GPS, ils peuvent avoir des conversations vocales aussi. Ça permet de mettre sur le front les militaires en rapport avec leur état-major, par exemple. Alors, évidemment, s'ils coupent sur une profondeur que les équipes de Starlink, qu'Elon Musk lui-même va déterminer, évidemment, ça va être un manque énorme. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au début, il s'est posé en sauveur dans le sens où il faisait cadeau de tout ça. En fait, il n'en a jamais
fait cadeau. Quelques terminaux ont été donnés C'est le comme Pentagone ça qui paye, non ? pour faire plaisir, pour amuser la galerie, mais la plupart du temps, toutes les communications, notamment, c'est le Pentagone qui paye, ou le département d'État. Donc, Elon Musk s'est posé en sauveur de l'Ukraine. Maintenant, il veut retirer ce qu'il a donné. C'est très, très inélégant et on voit pas bien quel jeu il joue, à part se rapprocher de plus en plus de Donald Trump, par exemple. Général, tout à l'heure, pendant la publicité, on évoquait ça ensemble sur jusqu'où et comment peut jouer Elon Musk par rapport à l'administration américaine. Je serais bien en peine de répondre à cette question, mais je pense que, en tous les cas, Elon Musk ne peut pas gêner l'administration américaine. Il peut faire beaucoup de choses, certainement. C'est un chef d'entreprise un peu fantasque, me semble-t-il, pour autant que je puisse en juger. Mais sur des choses aussi importantes telles que ce conflit met en valeur, il ne peut en aucun cas gêner l'administration américaine. Xavier Titelman, est-ce que, fort de ces humeurs d'Elon Musk, justement, l'administration américaine, le Pentagone et peut-être d'autres services peuvent tout simplement mettre en place un système satellite qui conviendrait tout aussi bien que Starlink ? C'est ce que j'allais dire. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher parce que le concept des téléphones satellites, c'est d'avoir réellement le téléphone qui est connecté en direct, comme on a maintenant dans les avions. Par contre, ce sont des modules qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus chers. Et le concept de Starlink, c'était d'avoir un modem au sol qui était connecté au satellite et qui émettait du Wi-Fi sur plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres pour les antennes qui font jusqu'à 50 mètres de long. Donc, ce serait quand même une perte, mais ce n'est pas quelque chose d'absolument décisif parce que les frappes dans la profondeur ukrainienne qui reposent sur Starlink, elles sont absolument infimes. La plupart, elles vont être simplement faites par GPS, voire même par exemple avec le Mujin 5, qui était un drone chinois qui avait tapé à 300 km dans la profondeur sur la raffinerie de Rostov. C'était simplement avec une grosse télécommande, avec un mât télescopique. Donc, il y aura des moyens de se contourner ça. Et dans tous les cas, l'avantage en termes de communication restera au profit des Ukrainiens. Dernière petite question à Xavier Titelman, après on vous libère. Il y a Cédric Masse qui affirmait ce matin, historien, que justement cette panne provoquée par Elon Musk de Starlink pouvait expliquer les difficultés des Ukrainiens en ce moment sur le terrain, notamment dans le Donbass, face aux Russes. Vous y croyez ou pas ? Ce sont des éléments cumulatifs, mais dans l'absolu, la masse de Russes qui a été mobilisée, qui part à l'assaut et qui tombe en grande quantité, comme je l'ai dit hier sur votre plateau, c'est pas Starlink qui va permettre en fait d'être sur la première ligne. Starlink a un effet plus stratégique et on voit que finalement, avec ou sans Starlink, les Ukrainiens arrivent à continuer à cibler dans la profondeur avec la centaine de morts russes encore aujourd'hui. Donc je pense pas que cet élément soit tellement déterminant qu'il puisse jouer l'avenir du Donbass. L'avenir du Donbass, il se joue en ce moment parce que les Russes essayent tant qu'ils le peuvent de continuer à avancer en attendant que les équipements qu'on vient de promettre à l'Ukraine arrivent, et ce qui veut dire qu'il y aura avril, mai, juin, là les Ukrainiens vont reprendre l'avantage comme ils l'ont eu de septembre jusqu'à le mois de novembre, quand ils ont repris 20 000 km². Donc il faut que les Russes se dépêchent de ce court créneau pendant lequel ils sont plus ou moins à l'équilibre, parce qu'après ils vont de nouveau recommencer à perdre du terrain. Oh, j'en profite parce que vous étiez hier sur notre plateau, je ne peux pas m'en empêcher. Xavier Titelman, vous vous souvenez, on parlait de livraison d'avions. Vous avez entendu le président Macron hier soir qui a dit, alors c'est peut-être simplement de la lucidité des avions, je ne sais pas, mais en tout cas pas maintenant. La priorité est à ce dont a besoin justement les Ukrainiens sur le terrain. Mais il y a un flux continu de matériel de base, que ce soit de l'artillerie, des munitions. Ça, c'est une certitude. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Zelensky, il a dit « j'ai obtenu des choses qui ont l'air bien, mais dont il n'a pas le droit de parler ». Moi, j'en déduis qu'on va préparer l'arrivée d'avions de chasse dans les 2-3 mois qui viennent et qu'on prépare déjà les pilotes, les formations des techniciens et tout le reste, parce que c'est dans la suite logique de ce qu'on a déjà fourni à l'Ukraine pour l'instant, mais ce n'est pas encore officiel. Merci beaucoup, Xavier Titelman, d'avoir été avec nous. Vous voulez rajouter, Xavier ? Oui, que Elon Musk est tellement fantasque qu'il peut très bien s'être fait un coup de pub, avoir fait plaisir à certains de ses amis, et puis finalement ne pas dégrader ou ne pas couper le signal. Ah oui, il peut faire ça. Et ne rien changer. Sur le front, Ah oui. on ne s'en rendra pas compte. Les militaires ukrainiens s'en rendront certainement compte. Ils ne feront pas trop de pub. Ils continueront à utiliser Starlink autant qu'ils le puissent. Et puis, dans le même temps, ils vont chercher d'autres solutions au cas où demain,
demain, après-demain, Ils le fassent finalement, pour de Starlink décide de leur couper le signal. Il leur faudra. Ils ont d'ailleurs déjà d'autres solutions. C'est pas la seule. Hein. C'est pas un système miracle qui les handicaperait totalement. Je suis complètement d'accord avec Xavier Titelman si jamais il leur était retiré. Allez, on va partir à Moscou, où vous le savez, Vladimir Poutine ne semble rien prévoir de spécial le 24 février pour les 1 an de l'invasion. Non, lui, il a décidé de commencer, le chef du Kremlin, à faire des festivités avant. Souvenez-vous, le 21 février 2022, il déclarait l'indépendance de Louhansk et Donetsk. Il a choisi cette date-là, et c'est ce que nous dit Sergueï Boutman, qui est à Moscou, journaliste russe, pour commencer justement à se remémorer. Oui, c'est logique, parce que le 24 février, il n'y a rien à célébrer, même d'après la logique du Kremlin, parce que ce serait quelque chose comme le 22 juin 1941 pour les soviétiques. C'est une journée où la guerre avait commencé. Là-bas, c'était l'agression de l'Allemagne. Et si on suit la logique que ce n'était pas la Russie qui avait attaqué l'Ukraine, mais c'était l'OTAN, l'Occident et tout le monde qui voulait attaquer la Russie. Donc il n'y a rien à célébrer le 24 si ce n'est une victoire même passagère. Sergueï Boutman, le 22, en revanche, un immense concert de 100 000 personnes et un discours attendu de Vladimir Poutine. Il faut quand même donner l'importance ou une importance à cette opération spéciale ? Oui, et aussi à la reconnaissance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, qui c'était là, dans la logique du Kremlin, je pense que c'est là l'événement. L'événement, et puis, d'après la même logique, on avait décidé de défendre ces républiques, et c'est pourquoi l'opération spéciale avait commencé. Voilà. Merci beaucoup, Sergueï Boutman. En demi-teinte, ces célébrations, ou alors, pour Poutine, il y a un autre message, et de toute façon, ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Oui, ben effectivement, ça a démarré il y a presque 1 an, et il ne prononçait pas le mot de guerre, je crois que depuis quelques semaines quand même. Il se résout Oui, il y a eu un ou deux à lapsus. prononcer, voilà, donc on est passé à autre chose. Et il va sans doute fêter cela par un discours extrêmement triomphaliste et martial, mais avec une réalité quand même un peu décalée sur le terrain, même s'il faut reconnaître que depuis 1 mois, les forces russes quand même arrivent à se reprendre après avoir perdu l'initiative stratégique l'été dernier. Donc on va voir entre les concerts et autres. Enfin, c'est quand même un peu bizarre comme célébration, puisque ça ne se passe quand même pas très bien.